L'enveloppe n'était pas affranchie. Elle avait été remise en main propre. Je l'ai trouvée coincée sous l'essuie-glace de ma Peugeot, juste au moment où le vent de fin mars soulevait assez de poussière pour me piquer les yeux. Pas d'adresse de retour. Juste mon prénom, inscrit sur le devant dans une écriture cursive que j'ai reconnue aussitôt, serrée, inclinée, appliquée. L'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte debout, là, sur le parking de l'hôpital, le monde tournant derrière moi, des patients poussés sur des brancards, des infirmières allumant des cigarettes, un gamin pleurant doucement dans le manteau de quelqu'un. Je n'étais pas prête pour ce que j'ai vu à l'intérieur. Même pas une page entière. Juste une feuille, à moitié pliée, lignée, arrachée d'un bloc-notes. Véronique, s'il te plaît, ne viens pas à la Maison du Lac cette année. Ce n'est plus ta place. Marianne Hérault. Elle l'avait signé comme une note de service. Nom complet, pas de maman, aucune chaleur, un ordre, pas un dialogue. Le vent a failli me l'arracher des doigts. Je l'ai serré fort. Au début, je n'ai pas réagi. Je suis juste restée là, respirant les fumées de gasoil et l'incrédulité, relisant encore et encore, comme si les mots allaient se réarranger pour devenir plus doux. Ils ne l'ont pas fait. Ne viens pas. Ce n'était même pas la cruauté du message qui m'a frappée d'abord, c'était son efficacité. Cette phrase aurait été une forme de clémence, une excuse, un mensonge sur un manque de place ou un changement de tradition. Mais ça, c'était chirurgical, délibéré, une disparition nette d'une seule phrase. J'ai replié la lettre lentement, le pli bien marqué. Je l'ai glissée dans la poche de mon manteau sans broncher, parce que je n'étais plus la fille dont elle se souvenait, plus maintenant. Elle devait penser que j'allais m'effondrer, que j'allais appeler, supplier peut-être, demander ce que j'avais fait, essayer de réparer. Mais cette part de moi s'était asséchée il y a des années, à peu près au moment où j'ai cessé d'attendre qu'elle remarque mes réussites. Je me suis glissée dans ma voiture. J'ai mis le moteur en marche. Je suis restée là un long moment, à écouter le bourdonnement sourd du chauffage et le battement de mon propre pouls dans le cou. Puis j'ai souri, à peine, parce que ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que leur petit vignoble vivait encore grâce à mon crédit, et certaines dettes ne disparaissent pas sous prétexte qu'on fait comme si quelqu'un ne faisait plus partie de la famille. Certaines dettes réclament leur dû, et je venais de recevoir la confirmation finale dont j'avais besoin pour encaisser. Je n'ai parlé à personne de la lettre, ni ce jour-là, ni le suivant. Elle est restée dans la poche intérieure de mon manteau en laine, pliée si précisément qu'elle ressemblait plus à un document qu'à un message. Quelque chose à examiner, classer, peut-être faire certifier. C'est dire à quel point elle était glaciale. La phrase se répétait dans ma tête au fil des jours, résonnant dans des moments où elle n'avait rien à faire. Ce n'est plus ta place. Je l'entendais en consultant les plans du projet de tunnel d'évacuation des eaux pluviales en centre-ville, en répondant à des questions polies d'élus municipaux, en costume impeccable, des gens qui n'avaient jamais vu de boue sous leurs ongles. Je l'entendais sur le tapis de course à 6 heures du matin, mes pieds frappant la bande comme si j'essayais de la distancer. Je l'entendais même en me brossant les dents. La manière dont elle l'avait écrit, comme une évidence, pas une décision, définitive. Chirurgicale. Je savais ce que ça voulait dire, même si elle ne l'avait pas formulé clairement. Ça voulait dire que je n'avais plus ma place, que je ne faisais plus vraiment partie de la famille, pas là où ça comptait, pas à la Maison du Lac, pas à la réunion de famille, pas quand les autres, Brigitte et ses fils parfaits et Jonathan avec ses étiquettes de vin à moitié finalisées, poseraient sur le perron avec des gâteaux tricolores et des feux d'artifice en arrière-plan. Ils ne diraient rien. Il laisserait simplement entendre « Véronique n'est pas là cette année » et personne ne demanderait pourquoi, parce que j'avais toujours rendu la question inutile. Le plus ironique, c'est que je n'avais même pas décidé si je voulais y aller. L'invitation allait de soi. Elle n'était jamais formulée. La réunion était une tradition qui suivait le calendrier, pas les liens du cœur. On venait parce que c'était attendu. On apportait une bouteille et un plat. On souriait poliment, et on disparaissait ensuite inchangé, mais cette lettre, ce refus de place, a tout déplacé.
J'avais passé tant d'années à construire une vie sans chercher leur approbation. Déménager à Lyon, gravir les échelons dans un secteur dominé par des hommes qui me coupaient de la parole jusqu'à ce que je rende ça impossible. Acheter mon propre appartement, devenir ce genre de femme capable d'entrer dans une salle du conseil municipal et de capter l'attention avec 3 mots et un pointeur laser. Je n'avais jamais eu besoin de leur invitation, mais eux avaient eu besoin de moi. Des années plus tôt, quand le vignoble familial s'agrandissait, avant la nouvelle salle de dégustation, avant la consultante en images de marque, avant les panneaux solaires, Jonathan avait appelé, paniqué. Leur demande de prêt était fragile. Il leur fallait une garantie, du crédit propre, de la stabilité. Je n'avais pas hésité. J'avais co-signé, utilisé mon dossier financier impeccable comme échafaudage pour soutenir leurs rêves. Personne n'avait jamais dit merci. On avait juste supposé que je ferais ce que l'aîné fait toujours, porter le poids, puis disparaître de la photo. Ce soir-là, j'ai ouvert mon application bancaire et recherché l'ancien contrat de prêt. Il était là, toujours actif, toujours lié à mon nom, toujours à moi à démonter. Et si je ne faisais plus partie de la famille, alors je ne leur devais plus de protection. À Lyon, on appelle ça de la ténacité, une forme de résilience silencieuse qui ne crie pas, ne déborde pas. Elle s'installe, se durcit, s'édifie. Je n'avais pas réalisé tout ce que j'en avais accumulé avant de quitter la maison pour de bon. La semaine suivant la lettre, je me tenais sur le chantier, les bottes plantées dans la terre humide, observant les pieux en acier s'enfoncer dans le sol. Le vent venu du Rhône traversait ma veste, mais je ne bronchais pas. J'avais passé la dernière décennie à travailler sur des projets qui survivraient au souvenir de la plupart des gens, des ponts, des échangeurs, des systèmes de régulation des eaux, des fondations pour des choses faites pour durer. Et pas une seule fois en 10 ans ma mère n'était venue. Elle savait où j'étais. J'envoyais des cartes postales au début, des nouvelles, même des invitations pour l'inauguration du pôle de transport du Sud. Rien de dramatique, juste des rameaux d'olivier déguisés en gestes professionnels. Elle n'a jamais répondu, pas un appel, même pas un « merci sec ». Avec le temps, j'ai cessé de tendre la main, pas par rancune, mais par instinct de survie. On ne peut pas continuer à offrir des morceaux de soie quand on finit par s'épuiser, mais cela ne voulait pas dire que j'avais cessé de construire. Ici, parmi les bétonnières et les fanions de repérage, je n'étais pas la fille qu'on oubliait sur les photos de famille. Je n'étais pas le second choix, la pensée de dernière minute, celle qu'on plaçait toujours derrière la convenance. J'étais celle qui dirigeait, celle dont la signature validait les modifications, celle qui repérait les failles structurelles que les autres ignoraient. J'étais la raison pour laquelle les délais étaient tenus, les budgets respectés, les villes maintenues debout. Et si ma mère ne l'avait jamais vu, ce n'était pas parce que ce n'était pas visible. C'était parce qu'elle avait choisi de ne pas regarder. L'équipe a pris une pause déjeuner en avance. Je suis restée, planchette à pince en main, vérifiant les plans pendant que le vacarme s'éteignait autour de moi. Le site s'est vidé lentement, le ronron des machines remplacé par le silence. C'est à ce moment-là que j'ai passé l'appel. Pas à elle, à mon avocate. Je travaillais avec Martha depuis l'achat de mon premier appartement. Elle était vive, méthodique et ne m'avait jamais fait sentir que je devais adoucir mes mots pour qu'on m'écoute. Je lui ai expliqué la situation du prêt, mon statut de co-emprunteuse, les dettes actuelles du domaine, le fait que l'emprunteur principal avait fait défaut sur 3 paiements l'an dernier sans m'en informer. Elle n'a posé qu'une seule question. « Tu es prête à te détacher? » J'ai répondu par 3 mots. Lance la procédure. Parce qu'en vérité, les fondations ne nécessitent pas toujours de renfort. Parfois, il faut les démolir. Et j'en avais fini de soutenir quelque chose qui ne tiendrait jamais debout par elle-même. Qu'ils la prennent comme toujours, trop tard, trop fière pour demander. Je ne leur devais pas un avertissement. Je me devais la rupture. Tout avait commencé, comme souvent dans ma famille, par une urgence déguisée en service. Jonathan avait appelé tard, presque minuit, avec une voix trop enjouée pour masquer la panique en dessous. « Salut, grande sœur! Petite question, purement hypothétique. » C'était sa manière à lui, lancer une demande impossible,
la faire passer pour optionnelle. Il disait qu'ils agrandissaient le vignoble, que c'était le moment, des investisseurs prêts à signer de nouveaux contrats de distribution en attente. Tout ce qui leur manquait, c'était une dernière impulsion financière pour franchir la ligne. À l'époque, je vivais dans un petit appartement, je faisais encore des journées de 12 heures sans week-end. Mon crédit était irréprochable. Je ne buvais pas de vin, je ne m'intéressais guère au domaine ni à l'esthétique qu'il poursuivait, mais c'était la famille. Et quand Jonathan a dit « Il nous faut juste un co-emprunteur pour bloquer le taux », je n'ai pas hésité. Il avait promis que ce serait temporaire. 6 mois, grand max, on refinance. Tu ne verras même pas passer un relevé. Ils n'ont jamais refinancé, et j'ai vu chaque relevé. Le prêt était conséquent. Assez pour agrandir la salle de dégustation, construire un pavillon pour les mariages et refaire l'étiquette avec un jeune designer que Brigitte connaissait de la fac. Je n'ai pas assisté à la soirée de lancement. Je n'y étais pas conviée. Mais la dette, elle, ne m'a jamais quittée. Chaque trimestre, je recevais une copie des relevés de paiement. De petits rappels silencieux que j'étais liée à quelque chose que je ne gérais pas. S'il faisait défaut, c'est vers moi que la banque se tournerait. Mes biens, mon crédit. Je me taisais, comme toujours. C'était mon rôle dans l'économie familiale, fiable quand on avait besoin de moi, invisible le reste du temps. Mais debout dans ma cuisine, fixant la copie scannée du contrat de prêt, je le voyais autrement désormais. Ce n'était pas de la générosité, c'était un levier. Ils avaient utilisé ma stabilité comme échafaudage, puis retiré l'échelle une fois qu'ils étaient montés assez haut pour ne plus me voir. J'ai sorti l'ancien dossier, étiqueté Domaine Héros, accord de responsabilité, et j'ai relu chaque page. Ma signature était là, nette et lisible, datée, certifiée. Je me souvenais du jour où je l'avais signé, l'odeur de l'encre fraîche, le sourire de Jonathan qui m'avait tapé sur l'épaule comme si je venais d'accomplir un exploit. Il ne m'avait jamais payé de prestations, jamais proposé de part, même pas une bouteille avec mon nom gravé sur l'étiquette. Et maintenant, il voulait non que je disparaisse. Privé d'appartenance, mais censé continuer à porter le poids. Comme une mule qu'on libère de l'étable, mais toujours attachée à la charrette. J'ai refermé le dossier. Passé un autre appel à Martha. Je veux entamer la procédure de désengagement formel. Je veux que ce ne soit plus à mon nom. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit « Compris, je t'envoie les papiers ce soir. » Et à cet instant, j'ai compris quelque chose de glaçant dans sa simplicité. Ils ne m'avaient pas exclu de la famille. Ils avaient juste oublié que c'était encore moi qui en maintenais une partie debout. Les documents sont arrivés à 9 heures pile. Martha ne perdait pas de temps. 3 PDF dans ma boîte mail, nets, impeccables, étiquetés jusqu'à la ligne de signature. Un retrait formel de coresponsabilité, une déclaration notariée de non-implication et une attestation confirmant que je n'avais tiré aucun avantage financier de l'extension du domaine. Je les ai relus en buvant ma 2e tasse de café, chaque paragraphe dévidant un fil de plus. Se détacher de quelque chose qu'on avait accepté de porter, même par naïveté, exige de la précision. Les banques se moquent des histoires de famille. Elles ne s'intéressent qu'aux risques. Je devais prouver que ce désengagement n'était pas impulsif, qu'il était nécessaire, justifié, irréprochable. Le langage juridique était sec, impersonnel. Et pourtant, j'ai lu chaque ligne 2 fois. Quand j'ai signé, ce n'était pas avec hésitation. C'était avec lucidité. Encre noire sur papier blanc. Une frontière tracée en termes juridiques, opposable et irrévocable. J'ai imprimé les documents, j'ai observé les pages sortir du bac, leur chaleur s'estompant entre mes mains. Il n'y avait pas encore de satisfaction, juste le rythme calme de quelque chose qui commençait à se refermer. Je les ai scannés à nouveau, téléversés via le portail sécurisé, puis j'ai cliqué sur « Confirmer l'envoi ». Un petit signal sonore a indiqué que c'était fait. Pas d'appel, pas d'avertissement, aucune annonce solennelle. Je n'ai pas prévenu Jonathan, je n'ai pas transféré le mail à ma mère, je n'ai pas lancé de drame dans un groupe familial que je n'avais pas alimenté depuis plus d'1 an. J'ai simplement agi. Ils le découvriraient bien assez tôt. Quand la banque réévaluerait les conditions de remboursement,
quand le crédit serait renégocié, quand les amortisseurs financiers qu'il n'avait jamais remarqués commenceraient à disparaître. C'est ce qu'il n'avait jamais compris. Je n'étais pas celle qui faisait du bruit. Je n'explosais pas. Je ne lançais pas de verre de vin ni n'écrivais de longs messages à 2 heures du matin pour supplier qu'on me voie. Je bougeais en silence. Et le silence, associé à la stratégie, devient tranchant, net, chirurgical. J'ai pris le reste de la journée, pas pour me reposer, mais pour trouver du calme. Je suis allée au jardin botanique, j'ai marché sous les bras silencieux des platanes, j'ai laissé mon esprit s'adapter à cette absence de poids si inhabituelle. La pensée m'est venue entre 2 rangées de pivoines en fleurs. Ils m'avaient renié d'une seule phrase. J'avais répondu par une signature. L'un m'avait exclu d'une réunion de famille. L'autre leur avait retiré leur filet de sécurité. Ils avaient bâti une maison sur un crédit emprunté, sans jamais se demander ce qui se passerait si la fondation s'en allait. Et je venais de détacher mon nom de leur registre. Pas d'appel, pas de dispute, juste un détachement formalisé et définitif. Et ça, je le savais, résonnerait bien plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Il y a une photo, dans le couloir de ma mère, que je n'ai pas revue depuis des années, 14 juillet, il y a 12 étés. Toute la famille alignée, sur le perron de la maison du lac, les bras entremêlés, des sourires trop larges, le soleil éclatant sur le côté. Tout le monde portait du bleu, du blanc ou du rouge. Sauf moi. J'étais arrivée en gris anthracite. C'était la seule chemise propre qu'il me restait après le trajet. Je me souviens m'être tenue au bord du groupe, l'épaule légèrement en dehors du cadre. On peut encore me voir si on regarde bien. La moitié d'un visage, l'arrondi d'une joue, un bout de manche. Là, ils ne m'ont jamais coupé de la photo. Ils ne m'y avaient simplement jamais centré. Ça avait toujours été comme ça, présente mais périphérique, incluse dans la logistique, exclue du récit, celle à qui on demandait d'apporter des chaises mais à qui on ne proposait pas de s'asseoir, celle à qui on confiait l'appareil photo puis qu'on priait de ne pas apparaître dessus. Même enfant, la différence était subtile mais implacable. Mes frères et sœurs avaient des surnoms, Bridgie, Jojo. Moi, je restais Véronique, propre, rigide. Si je parlais, j'étais théâtrale. Si je me taisais, j'étais froide. Ma mère avait cette manière de regarder à travers moi pendant les disputes, comme si elle cherchait quelque chose de plus digne d'attention. Une année, j'ai passé tout un repas de Noël à faire la vaisselle dans la cuisine pendant que les autres jouaient à des jeux de société. Personne ne m'a proposé d'aide. Personne n'a remarqué quand je suis sortie marcher seule dans le noir. Ils ne m'oubliaient pas volontairement, pas consciemment. Mais l'oubli était devenu une habitude. Quand je suis partie faire mes études, je n'ai pas reçu de colis de réconfort comme les autres. Aucun appel tardif pour savoir si tout allait bien. Quand j'ai eu ma première promotion, j'ai envoyé un message groupé. Aucun retour. Je n'ai plus donné de nouvelles après ça. Ce n'était pas une rupture. C'était une lente hémorragie, et pourtant, je revenais toujours. Les anniversaires, les fêtes, les urgences occasionnelles. À chaque fois, je me disais que cette année serait peut-être différente, qu'il s'intéresserait à mon travail, que quelqu'un dirait qu'il était fier. À la place, je devenais celle sur qui on comptait pour s'adapter, modifier ses plans, faire les kilomètres en plus, cautionner un prêt et ne rien dire ensuite. J'étais fiable comme un meuble, utile, présente, inaperçue. La maison du lac, c'était le pire. Trop d'ombre sous les lampes du perron, trop de silence déguisé en tradition. C'est là que la lettre visait, pas seulement à m'exclure d'une fête, mais à réécrire l'histoire. Comme si je n'en avais jamais fait partie, comme si j'avais toujours été juste hors du cadre. Et la vérité, c'est que c'était le cas, mais maintenant, pour la première fois, je n'essayais plus d'y revenir. Je préparais autre chose, quelque chose qu'ils ne verraient pas venir, parce qu'à force d'observer depuis les marges, j'avais appris où se trouvaient les points de pression, et j'en avais fini de me taire. Après la lettre, plus rien n'est venu, aucun suivi, aucune explication, aucun message maladroit pour adoucir les angles, juste le silence, dense et délibéré.
Les journées s'étiraient. Au travail, je répondais aux mails, dirigeais des inspections de chantier, validais des permis. Le soir, je cuisinais pour une, buvais du thé près de la fenêtre, pliais 2 fois le même pull. La routine empêchait le silence de s'installer trop près. Mais il était toujours là. Pas le silence du malentendu, mais celui qui suit une décision déjà prise. Celui qui vous défie de réagir. J'ai continué à attendre que quelqu'un rompe les rangs. Brigitte avait toujours été le tampon. Gentille, trop prompte à s'excuser, adepte des textos neutres sur la paix familiale. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle m'appelle, la voix basse et hésitante, avec une version édulcorée du message de maman. Quelque chose comme « Elle est juste à cran, tu la connais ». Mais Brigitte n'a rien dit, pas plus que Jonathan. Pourtant, c'était toujours lui qui appelait quand il avait besoin de quelque chose. Pas un mot, même pas une blague sur le fait que sa salade de pommes de terre allait lui manquer ou que j'avais probablement raison d'éviter les tensions cette année. J'ai attendu 7 jours. Le 8e, j'ai réservé le chalet. Pas à la maison du lac, bien sûr. De l'autre côté de l'eau, juste assez loin pour qu'on ne me voie pas, à moins d'y prêter attention, juste assez proche pour qu'on le remarque si on le faisait. C'était une location privée, en altitude, moderne mais discrète. Terrasse panoramique, 2 cheminées, de la place pour 10. Le genre d'endroit qu'on réserve quand on veut être seul ou, très intentionnellement, pas seul du tout. J'ai invité des amis que je n'avais pas vus depuis trop longtemps, des anciennes colocataires, des ex-collègues, un couple de la salle d'escalade qui avait connu ses propres ruptures familiales. Aucune explication, juste un message de groupe avec les dates et une photo du lac. Les réponses sont arrivées vite. Je suis partante. Billet réservé. Qu'est-ce que j'apporte? Il n'y avait aucun lien de sang dans ce groupe. Aucun nom de jeune fille partagé, aucune vieille recette familiale. Mais il y avait de l'appartenance. Et j'ai compris que c'était suffisant. Plus que suffisant. J'ai commencé à organiser une autre forme de réunion, sans rôles à jouer ni traditions à ménager, un endroit où je n'avais pas à m'effacer pour être la bienvenue. À mesure que les confirmations arrivaient, j'imaginais la maison du lac de l'autre côté. Je la voyais mentalement, même volet délavé, même balançoire grinçante, même sourire forcé étiré sur des feux d'artifice bon marché et des burgers trop cuits. Et cette année, pour la première fois, je ne ferai pas partie du décor. Je n'attendrai pas qu'on me voie. Je serai de l'autre côté du lac, entourée de gens qui me voyaient déjà. Et quand viendrait le moment, ils n'auraient pas à se demander si je venais. J'étais déjà là, simplement pas comme ils l'avaient imaginé. Le chalet se dressait sur une crête au-dessus de l'eau, tout en lignes épurées et murs de verre, comme s'il n'avait rien à cacher. Depuis la terrasse, je pouvais voir l'autre rive du lac, le petit ponton blanc, le mât, le toit en pente de la maison familiale. Familier, rétréci par la distance. Je suis arrivée 3 jours en avance. J'ai apporté des courses, du linge, des fleurs fraîches pour la table. Pas pour faire joli. Simplement parce que je voulais que l'endroit ait l'air habité avant l'arrivée des autres. J'ai déballé lentement, aligné les tasses dans le placard, empilé du bois près de la cheminée, plié des serviettes supplémentaires. Il y avait dans ce lieu un calme qui semblait mérité. Pas de plancher qui grince, pas de fantômes coincés dans les boiseries. Les premiers invités sont arrivés vers le crépuscule, vendredi. Casey et Lee, des amis de mon tout premier emploi après la fac, aujourd'hui mariés, pleins de rires francs et de douce bienveillance. On s'est serrés dans les bras sur le perron comme si aucun temps n'était passé. « Tu as bonne mine » a dit Casey en me regardant. « Reposé » J'ai souri. Reposer n'était pas un mot qu'on m'avait adressé depuis des années. Le samedi après-midi, tout le monde était là. Les valises s'entassaient près de l'entrée. Quelqu'un a ouvert une bouteille de vin et une enceinte posée près de l'îlot de la cuisine a commencé à diffuser de la musique. Ce n'était pas le chaos, c'était chaleureux. Les rires montaient doucement. La maison semblait s'ajuster aux gens comme si elle les attendait. On n'a pas parlé de la lettre. Je ne leur en avais pas parlé, pas directement, mais ils savaient que quelque chose avait changé. Ils le sentaient dans ma façon de me déplacer dans l'espace, posée, tranquille.
sans attendre l'approbation, sans demander la permission. On a joué aux cartes, trop cuisiné, resté sous des couvertures sur la terrasse longtemps après le coucher du soleil. Quelqu'un a raconté une histoire sur un ex qui avait disparu après 4 ans. Quelqu'un d'autre a avoué avoir quitté le repas de Noël familial à mi-chemin et roulé pendant 2 régions sans s'arrêter. Et quand le sujet de la famille est venu, personne n'a détourné le regard. Il n'y avait aucune performance dans ce chalet, aucun ancien rôle à reprendre, juste la présence, une compagnie choisie. Dimanche matin, je me suis tenue au bord de la terrasse, avec mon café, et j'ai observé la maison du lac de l'autre côté. Il était tôt, calme, quelques voitures dans l'allée, aucun mouvement sur le ponton. De là, ça ressemblait à une carte postale. Charmant, lisse, mais je connaissais l'intérieur. Je connaissais le silence qui habitait ces pièces, les regards en coin, les conversations forcées, le rejet soigneusement plié en forme de lettres et de signatures. J'ai bu une gorgée, puis j'ai détourné les yeux. Derrière moi, quelqu'un faisait des crêpes. Un autre sortait les tasses. Je n'avais plus besoin de la maison du lac. J'avais construit quelque chose de mieux. Et cette fois, j'étais entièrement dans le cadre. C'est arrivé juste après midi, le 14. Le soleil était haut, se reflétant sur l'eau en éclats vifs. Je me tenais sur le ponton derrière le chalet, sandales à la main, les planches chaudes sous mes pieds. Le lac était immobile, cette immobilité suspendue qui retient son souffle. De l'autre côté, la maison du lac commençait à s'animer. D'abord, un peu de mouvement sur le perron, des chaises pliantes disposées en demi-cercle, comme toujours, une glacière qu'on traîne dehors, des voix d'enfants aiguës, légères, s'échappant dans l'air, puis les silhouettes que je reconnaissais plus par leur forme que par leurs détails. Le mari de ma sœur avec sa casquette de baseball, Jonathan dans son éternel sweat du domaine, ma mère sous son chapeau de soleil, indiquant le barbecue. C'était comme assister à une répétition, même mise en scène, même réplique, la représentation annuelle de l'unité. Je suis montée dans la barque, détaché l'amarre et laissé le lac me prendre. Je n'ai pas ramé vite, juste des mouvements réguliers, maîtrisés, les rames traçant des sillons nets dans l'eau. Je ne me dirigeais pas vers eux, pas directement. Ma trajectoire longeait la maison à distance courtoise, assez près pour être vue, trop loin pour que les voix portent. À mi-parcours, je l'ai senti, des regards sur moi. Je n'ai pas tourné la tête, pas fait signe. J'ai continué à ramer, mais du coin de l'œil, j'ai perçu le changement subtil. Un corps, figé en plein geste, quelqu'un ajustant ses lunettes de soleil. Ma mère, peut-être, debout contre la rambarde, la main suspendue au-dessus de la coudoir d'une chaise. Ils ne s'y attendaient pas. C'était évident. Pour eux, j'étais censée disparaître discrètement. Absorber la lettre comme une honte. La laisser se déposer dans mon ventre, lourde et définitive. C'était l'ancien scénario, le silence pris pour de la soumission. Mais je n'étais pas là pour confronter. J'étais là pour exister. Et l'existence, quand elle est niée, devient une forme de défi. J'ai passé devant sans ralentir. La barque glissait, fluide comme une respiration. Depuis la rive, je les imaginais chuchoter. « C'était Véronique? Elle loge ici? Elle est venue avec du monde? » Je n'ai rien répondu. Je n'étais pas là pour être interrogée. Quand j'ai atteint l'autre ponton, Casey m'attendait. Il a attaché la corde, m'a tendu une serviette pour essuyer la sueur sur mon front. « Ils t'ont vu? » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Ils ont vu. On est se retourné au chalet en silence. Un silence sans tension, juste de la compréhension. Plus tard dans l'après-midi, alors que les premiers feux d'artifice crépitaient au loin, je me suis assise sur la terrasse avec un verre d'eau pétillante et j'ai regardé le ciel. Derrière moi, des rires s'échappaient de la cuisine. De l'autre côté du lac, les lampes du perron s'allumaient. 2 mondes, l'un qui se rétrécissait, l'autre qui s'élargissait. Et pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas de faire le lien entre les deux. Je construisais ma propre rive. L'appel est arrivé lundi matin. Je coupais des fruits dans la cuisine, le soleil traversait les grandes fenêtres et quelqu'un faisait passer Nina Simone en fond sonore.
Mon téléphone a vibré sur le plan de travail et j'ai vu le numéro avant de décrocher, indicatif de chez moi. Inconnu, mais pas étranger. J'ai répondu sans hésiter. Madame Hérault, a dit la voix, polie mais sèche. Ici Nathalie, de la Banque Première Agraire. Je vous appelle concernant la cosignature liée à l'emprunt pour l'extension du domaine Hérault. Il y a eu une pause, légère mais volontaire. Je l'ai laissé combler le silence. Suite à votre retrait formel de l'accord, le prêt a activé une clause de défaut prévue dans les conditions du contrat. Les titulaires principaux du compte seront informés aujourd'hui. Nous souhaitions confirmer que cette action était bien autorisée et comprise. Elle l'était. Compris, ai-je dit calmement. Confirmé? Une autre pause. Merci. La banque vous recontactera s'il y a des suites. C'est elle qui a raccroché la première. J'ai reposé le téléphone à côté du saladier de pêche. C'était ce moment-là, le déclencheur. L'action que j'avais menée en silence venait d'émerger, et maintenant l'onde allait se propager. De l'autre côté du lac, quelque part dans cette vieille maison aux volets branlants et aux fauteuils écaillés, Jonathan allait recevoir l'appel. Peut-être encore vaseux du vin bon marché et des côtelettes trop cuites. Peut-être que maman serait assise avec son deuxième café, contemplant son petit royaume de déni. Mais le royaume venait d'être taxé. Quand on bâtit un empire sur un échafaudage emprunté, on apprend vite ce qui se passe quand le soutien se retire. Je ne me suis pas sentie triomphante. Je n'ai pas souri. J'ai simplement recouvert les fruits d'un torchon et suis sortie sur la terrasse. Les autres émergeaient lentement, s'étiraient, buvaient leur café, accueillaient le matin comme s'il leur appartenait. Casey lisait sur les marches. Lee installait le petit déjeuner sur la grande table. Tout ici avançait doucement, avec intention. Comme il se doit, le lac était redevenu un miroir calme et vaste. Mais je sentais le changement dans l'air. La tension avait enfin changé de camp-camp. Ils appelleraient. Ça, je le savais. Le silence ne durerait pas quand l'argent entrait en jeu, pas quand le risque touchait quelque chose de concret. Et quand les appels viendraient, je ne répondrais pas, parce qu'ils n'avaient pas écrit quand c'était personnel. Seulement maintenant, avec les conséquences à la porte, tenterait-il de parler. Mais j'avais déjà parlé, par les papiers, par le retrait, par un seul acte, irréversible, et l'écho de cet acte parlerait plus fort que n'importe quelle excuse. Le premier appel est arrivé juste après midi. Jonathan. Je l'ai laissé sonner, pas de message vocal. Juste le silence de l'autre côté, comme si le simple fait d'appeler devait me ramener en arrière, remettre les pendules à zéro. À l'époque où je décrochais toujours à la deuxième sonnerie, peu importe le moment. À l'époque où il savait que je répondrais parce que j'avais peur de ne pas le faire. Je ne l'étais plus. Le deuxième appel est arrivé 1 heure plus tard. Brigitte, cette fois. Son nom clignotait à l'écran comme un souvenir. Je pouvais presque entendre le ton nerveux qu'elle aurait, la manière dont elle allongerait ses phrases avec inquiétude sans jamais dire les choses franchement. Je n'ai pas touché au téléphone. En fin de journée, j'avais 3 appels manqués et 2 messages vocaux, tous deux vides. Comme s'ils avaient commencé à parler sans trouver les mots. J'ai fait des captures d'écran de chacun, sans raison particulière, juste un réflexe. J'avais appris à documenter les choses quand les enjeux grimpaient en silence. Le lendemain matin, les messages ont commencé. De Jonathan. « Salut, il faut qu'on parle. Tu peux m'appeler quand tu as un moment? » De Brigitte. « Tu as fait quelque chose avec le prêt? Maman est vraiment bouleversée. S'il te plaît, réponds. » Je les ai lus sans réagir. Je les ai tous enregistrés. Parce que c'est ça, les conséquences. Elles ne paraissent soudaines qu'à ceux qui n'ont pas fait attention. Aucun n'a demandé pourquoi, aucun n'a présenté d'excuses. Ils voulaient juste que tout soit réparé, corrigé, effacé, comme si je n'avais pas gardé cette lettre dans la poche de mon manteau pendant 1 semaine, comme si je ne l'avais pas lue et relue jusqu'à ce que l'encre commence à s'effacer, comme si ma décision n'avait pas été construite avec la même précision que j'appliquais à chaque structure que j'avais jamais touchée. Le mardi, ma mère a enfin rompu le silence. Un texto. 4 mots. Il faut qu'on parle. Pas « je suis désolée », pas
On s'est trompé, juste un ordre déguisé en dialogue. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la soirée, je me suis tenue sur le ponton avec un verre d'eau et j'ai observé leur perron de l'autre côté du lac. Les lumières étaient allumées. Des silhouettes passaient derrière les rideaux. Je me suis demandé quelle était l'ambiance maintenant, s'ils murmuraient, s'ils se rejetaient de la faute, s'ils commençaient à comprendre que certaines limites ne viennent pas avec des avertissements. Derrière moi, les rires s'échappaient du chalet. Un jeu de société, une blague lancée, de la musique douce jouée depuis un téléphone. J'étais entourée de gens qui ne voulaient rien d'autre que ma présence. Et de l'autre côté de l'eau, il y avait ceux qui avaient tenu pour acquis la seule chose qu'ils n'avaient plus, ma volonté de porter leur poids. Ils essayaient maintenant. Ils appelaient, écrivaient, tendaient la main, mais ils étaient déjà en retard. Et tout ce qu'ils trouvaient, c'était la vérité froide de mon silence. Brigitte a réessayé le lendemain matin. Cette fois, elle a laissé un message vocal. Sa voix était faible, ce ton qu'elle prenait quand elle essayait de ne contrarier personne, des bords arrondis, une intonation montante, comme si elle avait peur d'écraser quelque chose de fragile. « Salut, Véronique. Je ne sais pas si tu reçois tout ça. Je crois que ça a un peu dérapé. » Maman, elle s'est vraiment stressée. Jonathan court dans tous les sens avec la banque. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais peut-être qu'on pourrait en parler. Juste, fais-moi signe. Je l'ai écouté 2 fois, puis supprimé. Il n'y avait pas de colère dans son message, aucune confrontation, juste la sempiternelle demande de paix posée sur une discrète requête de retour en arrière. Mais la paix avait été depuis des années un accord à sens unique. Moi, je la maintenais. Eux la rompaient. Moi, je tenais. Eux se retiraient. Je donnais. Eux attendaient. Je n'ai entendu aucune responsabilité. Seulement la présomption que, comme toujours, je viendrais recoller les morceaux. Les messages de Jonathan, eux, étaient moins mesurés. D'abord, il faut qu'on règle ça. Je ne peux pas me permettre que le prêt soit signalé maintenant. Ça impacte tout. Puis, ça fait du mal à plus de gens que juste maman. Celui-là m'a arrêté. Plus de gens que juste maman. Comme si sa souffrance allait de soi. Comme si la mienne n'avait jamais compté. Il s'agitait à présent, chaque message plus pressant que le précédent. Mais aucun n'offrait la seule chose qui aurait pu compter, la reconnaissance, ni du prêt, ni de la lettre, ni des années passées à porter leur monde en silence pendant qu'ils faisaient comme si je n'étais même pas là. Ils avaient eu besoin de ma signature quand ça les arrangeait. Maintenant, sans elle, ils regardaient la structure vaciller. Je ne jubilais pas. Ce n'était pas mon langage. Je documentais, j'observais, je me souvenais, parce que ce n'était pas une vengeance, c'était une question de justesse. Refuser d'être le frein d'urgence de la famille, enclenché uniquement quand tout dérapait, blâmé pour le coup du retour à l'arrêt. Cet après-midi-là, je suis descendue au bord du lac avec mon carnet et je me suis assise sous un pin penché au-dessus de l'eau. Le vent était doux. Un bateau est passé au loin, son moteur discret et régulier. J'ai recopié leur message, mot pour mot, pas pour les piéger, mais pour me rappeler le schéma. Même maintenant, dans leur malaise, ils tendaient la main non pas pour réparer, mais pour reprendre, et moi, je ne reprendrais rien. Brigitte avait toujours eu de bonnes intentions, Jonathan n'avait jamais eu que les siennes, et ma mère, elle avait le silence pour langage. Mais moi, je signifiais ceci, le retrait, l'arrêt, le refus de répondre quand l'appel arrive trop tard et que les conditions ne m'appartiennent plus. Qu'ils restent dans le silence où j'ai vécu, qu'ils en sentent le prix, car à présent, ce silence leur appartient. C'est arrivé un jeudi soir, juste après que le soleil ait baissé assez pour jeter de longues traînées dorées sur l'eau. Un appel, pas de message vocal cette fois, puis un second, puis un texto, de sa part. « Véronique, il faut qu'on parle. » Sans ponctuation, sans salutation, juste ces 5 mots, raides et étranges, comme quelqu'un qui essaie de rester neutre mais oublie comment fonctionne le ton. Je l'ai lu une fois, verrouillé mon téléphone et posé face contre la table.
Pendant des heures, rien n'a suivi. Aucune explication, aucun pardon. Juste ce message, flottant seul dans l'obscurité, comme une fusée de détresse lancée trop tard. C'était son premier contact direct depuis la lettre. Des semaines de silence brisé, non pas par une reconnaissance, mais par la nécessité. Parce que maintenant, c'était réel. La banque avait appelé, le prêt avait changé, le filet de sécurité avait été coupé, et je l'avais fait en silence, légalement, irrévocablement. J'ai fait du thé, me suis assise sur la terrasse et j'ai regardé le lac. Leur maison de l'autre côté était maintenant plongée dans le noir. Lumière du perron éteinte. Pas de rire, pas de mouvement. Le silence là-bas semblait plus lourd que d'habitude, pas reposant, juste vide. Le texto ne parlait pas vraiment de moi. Ça n'avait jamais été le cas. Il parlait du vignoble, du prêt, des conséquences. Il faut qu'on parle. Pas je suis désolé. Pas je me suis trompé. Juste une convocation, comme si je répondais encore à ses ordres, comme si des années de rejet pouvaient se résoudre par une phrase tapée à la hâte. Elle n'a jamais été douée pour réparer. Elle fondait son autorité sur des suppositions, sur l'idée que, parce qu'elle était mère, elle n'avait pas à se justifier. Quand nous étions enfants, son silence était un verdict. Tu savais que tu avais fait quelque chose de mal, non pas parce qu'elle te reprenait, mais parce qu'elle se refermait. Et puis, avec le temps, elle se réchauffait, pas avec des mots, mais avec des gestes. Une assiette déposée sur la table, un trajet offert, pas demandé, le pardon déguisé en amnésie feinte. Ça fonctionnait alors. Mais je n'étais plus cette fille. J'étais une femme qui avait passé sa vie d'adulte à maîtriser les calculs de charges, à porter des poids que d'autres ne comprenaient pas. Je savais distinguer le stress maîtrisable des structures déjà effondrées. Ceci n'était pas réparable. C'était le résultat d'années de déséquilibre enfin mesurés. Je n'ai pas répondu. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était volontaire. C'était une structure, la mienne. Quelque part de l'autre côté du lac, je l'imaginais dans la cuisine, téléphone en main, attendant que les points apparaissent sous le message. Attendant la réponse qui venait toujours. Mais cette fois, il n'y avait pas de pointe, pas de réponse, juste le silence et la douce prise de conscience qu'elle n'appelait plus une fille. Elle appelait quelqu'un qu'elle avait effacé, et j'avais accepté la suppression. Je n'ai pas répondu, pas à ce moment-là, jamais. Son message est resté non lu pendant des heures avant que je ne verrouille de nouveau mon téléphone et le pose sur le plan de travail de la cuisine. La lueur de l'écran s'est estompée, laissant la pièce dans le noir, à part le doux ronron du réfrigérateur et le grincement occasionnel de la maison qui se dérobe. Le silence était délibéré. C'était une déclaration plus forte que les mots. Parce que parfois, la réponse la plus puissante, c'est de ne pas répondre du tout. Je ne voulais pas me disputer, je ne voulais pas expliquer, je ne voulais pas rouvrir des blessures scellées à l'encre froide et aux signatures légales. Il y avait une étrange puissance dans le refus, un calme qui disait « ça s'arrête ici ». J'ai envoyé un message à Martha ce soir-là. Simple, sans émotion, sans explication, juste. Merci de commencer à documenter toute correspondance. C'est désormais une affaire juridique. Elle a répondu immédiatement, professionnelle et assurée. Compris, je préparerai un dossier complet pour d'éventuelles procédures. Je me suis appuyée dans ma chaise, fixant le plafond. Des années de fardeau tu semblais soudain plus léger. Pas disparu, mais redistribué, rendu. J'ai compris que le silence n'était pas une absence, c'était une protection. Le lendemain matin, j'ai revu les appels et messages, cette fois en les classant dans des dossiers. J'ai tout imprimé, relevé bancaire, la lettre de ma mère, texto, email, les papiers de retrait. Chaque document était une brique dans un mur que je construisais autour de moi. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas amère, j'étais précise, claire, inflexible. Cette force qui ne rugit pas, mais tient bon. Plus tard dans la journée, un message est apparu sur mon téléphone d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un texto du service juridique de la banque. Ils avaient reçu tous les documents, le dossier était ouvert. J'ai respiré lentement. Ce n'était plus personnel, c'était
Procédural, et c'était un soulagement, parce que quand le bruit retombe, ce qui reste, c'est la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'excuses. Elle a juste besoin d'être reconnue. J'ai versé un verre d'eau, suis allée sur le balcon et j'ai regardé la silhouette de la ville. Le vent était léger. Le monde continuait de tourner. Je me sentais stable. Parce que parfois, les victoires les plus silencieuses sont celles qui se livrent dans les papiers et la patience. Pas avec colère, mais avec résolution. Pas avec éclat, mais avec certitude. J'avais fait mon choix. Et j'en étais de l'autre côté. L'air du matin était vif, ce genre d'air qui aiguise les sens et dissipe la brume de l'esprit. Je suis sortie juste au moment où le soleil commençait à peindre le ciel de doux orange et de bleu pâle. Le lac s'étendait devant moi, calme, vaste, immuable. Sa surface reflétait le ciel, lisse comme du verre. J'ai emporté mon café jusqu'au bord du ponton et me suis assise, laissant mes pieds pendre juste au-dessus de l'eau. Le bois était frais sous mes paumes, stable et sûr. J'ai regardé un canard glisser silencieusement, laissant derrière lui des ondulations qui s'effaçaient vite dans le calme. Derrière moi, le chalet s'éveillait. Des voix flottaient depuis la cuisine, le bruit des assiettes, la chaleur d'une vie qui se déployait sans drame. De l'autre côté de l'eau, la maison familiale restait silencieuse à l'ombre des pins majestueux. Ses fenêtres captaient la lumière du matin, scintillant faiblement comme des étoiles lointaines. Je pouvais imaginer les bruits familiers, le tintement des assiettes, les rires, les vieilles histoires racontées avec une fatigue enthousiaste. Mais c'étaient des sons d'un monde dont je m'étais éloignée. Je ne les détestais pas. Plus maintenant. Je ressentais quelque chose de plus doux, l'acceptation, le sentiment que les liens qui me retenaient s'étaient effilochés au-delà de toute réparation, mais que de nouveau se tissaient, non de sang, mais de choix. Je repensais à toutes ces années où j'avais essayé de m'intégrer, de gagner leur approbation, d'être la fille qui comptait. Je me souvenais des silences, des regards en biais, du poids d'être invisible en pleine lumière. Et maintenant, me voici, sur ma propre rive. J'ai bu une gorgée lente de café, la chaleur se répandant en moi comme une promesse. Le lac se moquait des drames familiaux. Il ne répondait qu'à ce qui le touchait, vent, pluie, soleil. Il acceptait tout et continuait son chemin. Ce matin-là, j'ai compris que j'étais la même. La barque attachée non loin tanguait doucement sur l'eau, attendant. Je me suis levée et l'ai détachée, glissant dedans avec calme et détermination. Les rames reposaient dans leurs encoches, froides mais familières. J'ai poussé et commencé à ramer, chaque coup régulier, mesuré. Le rythme s'est installé dans mes muscles, en synchronie avec ma respiration. Plus je m'éloignais du rivage, plus le monde s'élargissait. Je ne fuyais pas. J'arrivais. En passant devant le ponton familier, j'ai regardé une fois derrière moi, la maison familiale rétrécissant, un point parmi les arbres. Pas de colère, pas de regret, juste une tranquille compréhension. Je ne cherchais plus à appartenir à quelque chose qui ne m'avait jamais vraiment tenu. À la place, je construisais la mienne. Et ce matin-là, sur l'eau, avec le soleil chauffant mon dos et le lac s'étendant à l'infini devant moi, j'ai senti le poids se lever, les liens défaits, l'avenir largué, et enfin, libre. Le courriel est arrivé juste après midi un mardi. L'objet était clinique, sans fioriture. Mise à jour du dossier de fraude. J'ai fixé l'écran, les mots se brouillant légèrement sous le poids du moment qui m'écrasait. La banque avait terminé son enquête. Ma plainte avait été confirmée. Les retraits avaient été jugés non autorisés selon les termes du prêt. L'accès de Marcus avait été révoqué définitivement. Lire ces mots était étrange. Pas triomphant, pas victorieux, juste définitif. J'avais ce dont j'avais besoin, la confirmation froide et nette que la vérité était de mon côté. Le courriel détaillait les étapes suivantes: options juridiques, restitution, coordonnées des forces de l'ordre si je souhaitais porter plainte. J'ai fait défiler lentement, absorbant le langage stérile. Je n'ai transmis le message à personne. Il n'y avait pas besoin. Le système avait parlé. Le dossier était clair. J'ai imprimé le courriel, fait des trous dans la feuille
et glissé le tout dans la dernière pochette du classeur sur mon bureau. Ce classeur, rempli de relevés, de textos et de rapports, était devenu plus qu'une preuve. C'était un registre de ma résolution silencieuse, un témoignage du pouvoir de la patience et de la précision. J'ai refermé doucement le classeur et me suis appuyée dans ma chaise. Dehors, la ville continuait de bouger. Les voitures ronronnaient, les gens circulaient sur les trottoirs et le ciel passait du gris pâle au bleu doux. À l'intérieur, je ressentais un calme presque sacré. Le combat était fini, pas dans le bruit ou la colère, mais dans les faits. J'ai pensé à Marcus quelque part, tentant de réécrire l'histoire dans sa tête, cherchant des excuses qui ne tenaient plus. Mais je ne m'y suis pas attardée. Cette partie ne m'appartenait pas. J'avais fait ma part. Et maintenant, il était temps de lâcher prise. Le lendemain matin, je suis allée à la banque pour clôturer complètement le compte. L'agence était calme, nichée dans un coin d'un centre commercial familier. Le guichetier a souri poliment, sans poser de questions. J'ai signé les derniers documents d'une main ferme. Le compte n'existait plus, comme une porte qui se ferme doucement derrière moi. En sortant, le soleil éclairait le trottoir différemment, plus clair, plus libre. J'ai respiré profondément. Ce n'était pas seulement une clôture financière, c'était émotionnel. Une frontière tracée à l'encre et au papier, un chapitre enfin terminé, et alors que je rentrais chez moi, les fenêtres ouvertes, le vent caressant le silence, je savais que quelque chose avait changé. Je n'étais plus attachée au passé, plus chargée de fardeaux qui n'étaient pas les miens. Je tenais sur un nouveau terrain, solide, inébranlable et entièrement mien. Des semaines ont passé après la clôture du compte. La vie s'est installée dans un rythme nouveau, à la fois étrange et apaisant, stable, sans le poids des dettes anciennes, exprimées ou tacites. Le classeur vivait maintenant au fond de mon meuble de rangement, simplement étiqueté. Archives personnelles. Je n'en avais plus besoin sur mon bureau. Ce n'était pas un trophée, c'était un témoignage, un rappel de ce qui arrive quand on cesse de se rétrécir pour rentrer dans un espace qui n'a jamais été fait pour soi. Je me surprenais à aller plus souvent sur le balcon, d'où la ville s'étendait sous mes yeux, tours de verre, rues sinueuses, gens qui avançaient avec détermination. La ville se moquait des drames familiaux ou des dettes. Elle avançait, point. Un soir, j'ai fait infuser du thé et me suis installée dehors. L'air frais, parfumé d'une légère odeur de pluie. Le monde me semblait plus vaste, les possibles plus larges. J'ai pensé à la femme que j'étais au début de tout ça, la fille silencieuse qui espérait l'approbation, prête à porter le poids en silence. Elle n'était pas partie, mais elle avait changé. Durcie, apprise. Je ne ressentais pas d'amertume, je me sentais souveraine. Dans un monde qui demande aux femmes de se rétrécir, de tolérer, d'ignorer, j'avais choisi une autre voie. Pas la confrontation, mais la clarté, pas la colère, mais la précision, la force tranquille qui bouillonnait sous ma peau depuis toutes ces années était devenue un socle que j'avais bâti moi-même, un socle que personne ne pourrait démonter. Les amis de la Réunion m'appelaient plus souvent désormais. Invitations à dîner, randonnées, week-ends décontractés. Des gens qui me voyaient telle que j'étais, avec mes défauts, mes cicatrices, tout. J'ai compris que l'appartenance ne devait pas venir d'un nom de famille ou d'une histoire commune. Elle pouvait se créer, se choisir. Un soir, j'ai feuilleté un nouveau carnet, ses pages blanches et prêtes à être remplies. Le passé n'était pas effacé. Il était soigneusement plié derrière moi. Devant, une histoire à écrire. J'ai refermé le carnet, un léger sourire aux lèvres. Les alertes de mon téléphone tintaient encore parfois doucement. Mise à jour de routine, vérification de solde. Pas par méfiance, mais par intention. Un rappel discret que la vigilance est un don, pas un fardeau. Parce que j'avais appris la dure vérité. La confiance est précieuse, mais les limites sont nécessaires, et je n'étais plus celle qui payait le prix de l'oubli. J'étais celle qui se souvenait pleinement, sans excuse, et selon mes propres conditions. Le chapitre était clos, la fondation était neuve, et l'avenir, à moi de le bâtir.